Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur Télé Sud pour votre édition de la mi-journée de ce lundi 22 mai, dont voici les principaux titres. Des militants d'opposition qui se réunissaient samedi dans un quartier populaire de Kinshasa pour une marche autorisée ont été violemment dispersés par la police. Les autorités leur reprochaient de ne pas avoir suivi l'itinéraire établi. Bien qu'une trêve soit annoncée pour ce lundi, la capitale Khartoum soudanaise a été le théâtre de raids aériens, de tirs et d'explosions ce dimanche entre l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir malgré en vigueur prévu du cessez-le-feu d'une semaine. Et pour terminer cette édition, nous nous rendrons au Congo où les salles de sport connaissent une expansion rapide à Pointe-Noire pour répondre à la demande croissante des amateurs d'activités physiques. Des militants d'opposition se sont rassemblés samedi dans un quartier populaire de Kinshasa en République démocratique du Congo pour une marche autorisée par la police qui les a violemment dispersés 1 heure avant le début prévu de la marche. Cette manifestation répondait à l'appel de 4 candidats opposants déclarés à l'élection présidentielle de décembre. On fait le point sur la situation avec Émeric Torignon. C'était un rassemblement contre la vie chère à Kinshasa en RDC, mais très vite, ce qui devait être une marche de protestation pacifique a tourné à la violence. Alors que la manifestation à l'appel de l'opposition ce week-end commençait à peine sur l'avenue Kianza, la police a dispersé les participants à coups de gaz lacrymogène. Une répression qui se justifie selon les forces de l'ordre par le refus des organisateurs d'emprunter l'itinéraire imposé par les autorités. On les a d'abord abordés, on a échangé avec eux en leur disant de libérer la route et de rejoindre le point de départ qui est situé à Mbenseke. C'est bien connu, ils sont au courant de ça, mais ils n'ont pas voulu obtempérer. Cette marche contre la cherté de la vie a été organisée par l'opposant Martin Fayoulou, candidat malheureux à la dernière présidentielle. À ses côtés, d'autres figures de l'opposition, comme Moïse Katumbi et le député Deli Sesanga, ou encore l'ex-premier ministre Augustin Matata. Tous ces candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle dénoncent la brutalité de la répression. Qui pouvait l'imaginer venant d'un parti au pouvoir qui hier était dans l'opposition et protestait contre la barbarie. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de la répression choquent et font réagir les défenseurs des droits humains dans le pays. Sur cette vidéo, par exemple, un jeune manifestant visiblement mineur est traîné au sol par des policiers. Une scène qui suscite l'indignation. Si les organisateurs n'ont pas soutiré, est-ce que la façon de réprimer serait celle-là? Non! Nous revenons et nous insistons que la manière de réprimer ce genre de comportement a été disproportionnée. Nous allons suivre jusqu'au bout pour que les auteurs de ces comportements puissent répondre en justice. Pouvoir et opposition se jettent la responsabilité de cette violence. Lors d'une conférence de presse conjointe, les organisateurs ont indiqué qu'au moins 2 manifestants blessés étaient entre la vie et la mort. Ils ont annoncé par ailleurs d'autres manifestations pour jeudi. De son côté, le ministre congolais des droits de l'homme a dans un communiqué condamné la brutalité de la répression. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko est appelé à comparaître au tribunal de Dakar demain, mardi 23 mai, pour des accusations de viol suite au renvoi de son procès la semaine dernière, provoquant des troubles et entraînant la mort de 3 personnes selon les autorités. Ousmane Sonko, qui doit se présenter au greffe de la chambre criminelle de Dakar aujourd'hui, se trouve actuellement à Ziguinchor, dans le sud du pays, d'où il a déclaré qu'il serait prêt à répondre aux accusations si les conditions de sa sécurité étaient garanties. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ne pourra pas voter aux élections locales prévues le 2 septembre car il reste radié de la liste électorale publiée samedi. Cette décision a suscité la colère de son parti alors qu'il a été acquitté par la justice internationale des accusations de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale sanglante de 2010 à 2011. Cependant, il est toujours condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 2011. Malgré la grâce accordée par le président Alassane Ouattara l'année dernière dans cette affaire, il demeure donc privé de ses droits civiques et politiques.
Au Soudan, malgré les violents combats, une trêve a été promise ce lundi soir par les deux camps. Cependant, au cours des 5 semaines de guerre, de nombreux cessez-le-feu ont été annoncés mais rapidement violés. Samedi, Malik Agar, numéro 2 du régime, a exprimé sa volonté d'arrêter la guerre et de participer aux négociations. Du côté de l'ONU, Volker Peters, son émissaire pour le Soudan, s'est rendu à New York où il doit s'adresser au Conseil de sécurité aujourd'hui. Mathieu Nicolas. Nouvelle lueur d'espoir au Soudan. Plus d'un mois après le début des hostilités, les représentants de l'armée régulière soudanaise, dirigés par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, ont accepté un cessez-le-feu d'une semaine à partir de lundi. Une trêve signée samedi sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Il s'agit d'un accord de cessez-le-feu de 7 jours qui sera automatiquement renouvelé jusqu'à ce qu'on parvienne à un cessez-le-feu permanent par le biais de mécanismes dont nous discuterons dans les prochains jours. L'annonce de cette nouvelle trêve intervient après que plusieurs cessez-le-feu conclus depuis le début des combats, le 15 avril, ont rapidement volé en éclats. Mais cette fois, les médiateurs, Riyad et Washington, espèrent qu'il sera respecté. Contrairement au cessez-le-feu précédent, l'accord conclu à Jeddah a été signé par les parties et sera soutenu par un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu américano-saoudien et international. Dans le communiqué, Washington et Riyad espèrent que les pourparlers ultérieurs à Jeddah porteront sur les mesures nécessaires pour parvenir à une cessation permanente des hostilités. Car la situation est urgente. Les combats ont déjà fait plus d'1 millier de morts et plus d'1 million de déplacés et de réfugiés. Désormais, au moins un Soudanais sur 2 a besoin d'aide humanitaire. L'Organisation mondiale de la santé a lancé un réseau mondial de détection des maladies infectieuses, tirant les leçons de la pandémie de Covid-19. Ce partenariat international vise à détecter rapidement les menaces des maladies infectieuses émergentes, telles que le Covid-19, et à partager des informations pour prévenir les pandémies. Une réponse aux attentes du monde qui ne se fera pas du jour au lendemain, comme a tenu à le préciser Tedros Ghebreyesus, le patron de l'OMS. On l'écoute. Au cours des 20 dernières années, les attentes du monde à l'égard de l'OMS ont énormément augmenté, mais nos ressources n'ont pas suivi. À cela s'ajoute le défi d'être une organisation technique et scientifique dans un environnement politique et de plus en plus politisé. Il s'agit là de défis redoutables et complexes. Nous ne les résoudrons pas lors de l'Assemblée mondiale de la santé et nous ne les résoudrons peut-être pas de notre vivant. Mais petit à petit, nous construisons une route que nos enfants et nos petits-enfants emprunteront et qu'ils continueront à construire. La victoire écrasante du parti au pouvoir en Mauritanie, un Français accusé d'espionnage en Centrafrique de retour à Paris et l'épidémie de choléra qui a fait 10 morts en Afrique du Sud. C'est le reste de l'actualité préparé pour vous par Noël Dong et Ahmed Chigno. Selon des résultats officiels proclamés dimanche 21 mai, le parti au pouvoir en Mauritanie, El Insaf, a remporté une large victoire aux élections législatives régionales et municipales du 13 mai dernier. Cette victoire conforte la position du président Mohamed Ould Ghazouani, mais l'opposition l'estime entachée de fraude énorme. Ces élections visaient à élire 176 députés à un an de l'élection présidentielle. La participation s'est établie à plus de 71%. Les élections du 13 mai étaient les premières depuis que Mohamed Ghazouani a pris en 2019 la tête de ce vaste pays d'Afrique de l'Ouest, reconnu comme l'un des rares pôles de stabilité au Sahel, région troublée par les attaques djihadistes. Un Français accusé d'espionnage à Bangui est rentré dimanche à Paris. Joanne Rémy Quignolo, 57 ans, avait été arrêté en Centrafrique pour espionnage à Bangui en mai 2021. Il a été évacué vers la France pour raison de santé. Il devra néanmoins retourner en Centrafrique après avoir été soigné. Jugé pour espionnage et détention illégale d'armes et munitions de guerre, Joanne Rémy Quignolo avait vu son procès ajourné de nombreuses fois pour raison médicale. Le gouvernement français avait dénoncé une instrumentalisation manifeste, voyant la main de la Russie derrière cette arrestation.
L'épidémie de choléra qui sévit autour de Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud, a fait 10 morts, a indiqué dimanche le département provincial de la santé de Gauteng, précisant que les cas de diarrhée observés ces derniers jours dans la région Hammanskraal, au nord de Pretoria, étaient dus au choléra. 95 personnes, dont 37 hospitalisées, auraient été traitées depuis le 15 mai. Par ailleurs, 10 personnes, dont un enfant, sont décédées des suites de choléra au cours de la semaine écoulée. Le choléra, causé par la bactérie Vibrio et transmis par l'eau et les aliments, provoque de graves diarrhées et une déshydratation de l'organisme. La maladie peut être mortelle si elle n'est pas traitée. Ce week-end se tenait à Paris le MBOA, un événement public visant à mettre en valeur les initiatives entrepreneuriales, associatives et culturelles portées par les membres de la diaspora camerounaise en Europe. Son objectif est de promouvoir la brillance du Cameroun à l'échelle internationale en réunissant et en valorisant les différents acteurs et leaders de la diaspora. Je vous propose d'écouter Aïcha Ntowa, la directrice du salon, qui revient sur l'importance de cet événement. Nous avons organisé ce salon socio-culturel et business dédié à la diaspora camerounaise d'Europe. Donc c'est parti d'une idée tout simple et aujourd'hui nous sommes très heureux de voir la concrétisation finale de cette idée aujourd'hui avec de réelles personnes qui sont là, de réels projets, des entrepreneurs. Nous avons plus de 1000 m² de stands exposition. Nous avons des Camerounais qui ont fait le déplacement depuis la Belgique, qui sont venus exposer leur savoir-faire. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont venues découvrir du coup ce talent camerounais. Mais au-delà de cela, nous avons également un super panel avec des speakers de renom. Nous avons des journalistes, nous avons des grands couturiers. Je pense par exemple à Imana ici, qui est reconnu à l'international. Et finalement, Beau à Paris, c'est le grand rendez-vous pour mettre en avant tous les Camerounais qui ont fait rayonner le Cameroun à l'international pour que les nouvelles générations aujourd'hui puissent continuer à s'inspirer et à créer de l'impact finalement au Cameroun malgré la distance. Le Malawi est confronté à une grave situation de malnutrition mettant en danger la vie d'au moins 573 000 enfants de moins de 5 ans selon l'UNICEF. Malgré les avancées récentes dans la réduction de la malnutrition chronique, l'insécurité alimentaire aiguë persiste, exacerbée par les chocs climatiques récurrents, les épidémies et l'instabilité économique, des facteurs qui risquent de compromettre les progrès réalisés jusqu'à présent. Soukaina Skali. Presque 2 mois après le passage du cyclone Freddy, les conséquences se font toujours sentir au Malawi. Si beaucoup d'habitants se sont retrouvés privés de toit, un autre problème est venu se greffer, la malnutrition infantile. Je suis venue ici pour chercher un abri parce que la santé de mes enfants se détériorait en raison d'une mauvaise alimentation. Au moins 573 000 enfants de moins de 5 ans risqueraient de souffrir de malnutrition. Un nouvel appel d'action humanitaire pour les enfants lancé par l'UNICEF montre une augmentation des cas ces 5 dernières années. Rien qu'en 2023, plus de 62 000 enfants sont à risque de malnutrition aiguë sévère. Sans un soutien accru, les ménages pauvres et vulnérables ayant des enfants seront privés d'accès aux services de base, aux fournitures essentielles et à l'aide sociale. Pour répondre aux besoins urgents de 3,3 millions d'enfants, l'organisation onusienne aura besoin de près de 90 millions de dollars. C'est 35 millions de plus que ses prévisions pour le pays. Mais au-delà de la réponse immédiate, il est crucial que nous investissions dans des solutions à long terme en renforçant les systèmes et en développant la résilience au sein des communautés pour mieux gérer les épidémies récurrentes et les urgences humanitaires. Cette enveloppe qu'espère l'UNICEF servira à financer les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, les articles d'hygiène, la santé, la nutrition, les services de protection de l'enfance et autres programmes de transfert monétaire. Coup de projecteur maintenant sur l'Afrique qui avance avec au Congo les salles de sport qui se développent à toute vitesse comme à Pointe-Noire pour répondre à la forte demande des passionnés de l'activité physique. Reportage. Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Sur la plage de sable fin, des sportifs infligent des sévices à leur corps.
En quelques mois, le nombre de salles de sport et de clubs de fitness a doublé dans la ville. L'on dénombre déjà 10 salles de sport et de fitness en dehors des grands hôtels. À lui seul, le coach Desti supervise 3 salles de sport. Oui, je suis sollicité un peu partout. Je ne travaille pas que dans une salle. J'ai créé un concept No Limits. Ça, c'est un concept qui permet d'aider toutes les personnes qui veulent passer les moyens déjà. Un abonnement mensuel dans une salle de sport varie en moyenne entre 25 et 100 euros. Pour moi, le sport est la chose la plus importante pour moi en ce moment, pour ne pas dire en termes de divertissement. Parce que pour moi, en ce moment, le sport devient presque tout pour moi. Je fais maintenant du sport un de mes alliés et je veux me perfectionner dans le sport. Pour cette dame, abonnée à un club de remise en forme de Pointe-Noire, le sport confère santé et bien-être. Je pratique le sport pour garder la bonne santé, éviter les petites maladies et surtout garder la forme. Pointe-Noire compte déjà 50 coachs formés sur place par des mentors expérimentés ou alors des structures en Afrique du Sud ou en RDC voisine. L'activité est encadrée par le ministère des Sports qui octroie des autorisations de fonctionnement. Le coach Desti estime que le secteur du sport par le bien-être est porteur au Congo. C'est des réponses chez moi en Afrique. Les gens se disent que les sportifs, c'est les gens qui n'ont rien dans la tête, qui ne sont pas intellects et que le sport ne peut pas payer les factures. Moi, aujourd'hui, si je suis là maintenant, en train de vous parler, c'est parce que le sport que moi je fais, le sport que je donne aux gens, qui fait du bien à certaines personnes, paye mes factures. L'année prochaine, le coach Desti Zila envisage l'ouverture de 2 salles de sport et de remise en forme à Pointe-Noire, notamment. Compliqué le dernier exercice. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bonne journée à tous. Au revoir.